Bonjour, bienvenue à la Maison française de l'Université de New York, NYU. Je m'appelle Philip John Usher. Ceci est le 11e épisode de notre série consacrée à l'auteur Michel de Montaigne et à ses écrits. Mon invité du jour s'appelle Nina Mugler. Bonjour Nina. Après avoir enseigné à l'Université de Fribourg et à l'Université de Bâle, Nina Mugler a été élue à compter du 1er août 2024 professeure assistante à la chaire de littérature française des 16e et 17e siècles à l'Université de Neuchâtel, où elle succède à Jean-Pierre Van Elsland. Nina Mugler est l'auteur d'un livre remarquable paru chez Drose en 2023 intitulé Bon pays de France, enjeu national et joute poétique sous le règne de François Ier. C'est une étude qui nous fait remonter aux années 1530 et 40, un moment décisif pour la formation de la nation française. Un peu à la manière de Timothy Hampton, dans son ouvrage Littérature et Nation au XVIe siècle, Nina Mugler s'intéresse au rôle joué par la littérature dans l'émergence de la nation et plus précisément aux concours et aux querelles qui se multiplient à cette époque. Il y est donc question du roi, le père des arts et des lettres, de la langue vernaculaire, des poètes, mais aussi d'autres acteurs, notamment les imprimeurs et les libraires. La première partie du livre de Nina Mugler traite du recueil publié en 1534, Les Fleurs de poésie française, et ne manque pas de souligner l'importance du libraire Gallio Dupré. La deuxième propose une nouvelle lecture des blasons anatomiques dont les auteurs, Nina Mugler nous le rappelle, se trouvent pas seulement à Paris, mais aussi en Picardie, à Toulouse, à Lyon et ailleurs. Ici, c'est de Gilles Corrozet qu'on parle. La troisième partie revient sur la célèbre querelle qui opposait Clément Marot à François de Sagon, querelle dont ce livre souligne les enjeux nationaux, chaque poète cherchant à se promouvoir comme le poète français. La quatrième partie enquête sur la querelle des amis, cette controverse littéraire et intellectuelle autour de la représentation des femmes dans la poésie amoureuse de l'époque. Mais nous sommes là pour parler de Montaigne. Donc, je vais passer tout de suite à une autre publication de Nina Mugler dont il sera beaucoup question aujourd'hui. Aussi, en 2023 est paru chez Mola et Bouquin une nouvelle édition du journal de voyage de Montaigne, réalisée par Nina Mugler avec la collaboration pour la traduction de la partie italienne de Laura Piccina. Il figure aussi une très belle préface d'Antoine Compagnon. Et ça ressemble à... Vous voyez pas, ça ressemble à ça quand même. Pourquoi? Ah ben voilà, merci. Pourquoi une nouvelle édition? Comme vous, sans doute, j'ai sur mes étagères plusieurs éditions du Journal de Montaigne, et notamment celle de Fausta Gavarini en folio qui date de 1983 et celle de François Rigolo qui parut au PUF en 1992. À côté d'elle se trouve aussi la traduction anglaise du journal que nous devons à Donald Frame, et puis bien sûr le journal figure aussi dans l'ancienne Pléiade des œuvres complètes de Montaigne, publiée en 62 par Albert Thibaudet et Maurice Rat. Mais l'édition de Nina Mugler et de Laura Piccina est différente. C'est, je vous le dis tout de suite, un livre remarquable et je tiens à dire pourquoi. Alors merci de votre patience. D'abord, il s'agit d'une adaptation qui se veut, comme l'explique la notice éditoriale, aisément lisible par un lectorat contemporain, mais qui cherche en même temps à garder le plus possible les sonorités, le rythme et la saveur de la langue du XVIe siècle, tout à fait dans l'esprit de l'édition des essais parue dans la collection Bouquins en 2019, édition à laquelle Nina Mugler avait participé. Les éditrices ont donc procédé à un certain nombre d'aménagements. La modernisation de l'orthographe, de l'accentuation et de la ponctuation, celle des toponymes, le réagencement syntaxique et ainsi de suite. Il a fallu procéder avec un puzzle, dit-on dans la notice. On saura gré aux éditrices d'avoir œuvré avec autant de soin et au cas par cas. Par exemple, certains faux amis ont été remplacés pour éviter les malentendus, nourriture au lieu de viande, tunnel au lieu de pont de pierre, par exemple. Par contre, les néologismes facilement compréhensibles ont été très heureusement, très judicieusement conservés. Ainsi, le lecteur tombe-t-il par exemple sur les mots étincelure ou encore ces délicieux grenouillés dans un bain. Il ne s'agit pas d'une traduction systématique, mais d'une adaptation qui est aussi par moments une affaire d'interprétation et surtout à chaque page un énorme plaisir à lire. Ensuite, et j'insiste là aussi sur le mot plaisir, c'est une édition très richement illustrée. Ces illustrations sont, si j'ai bien compté, au nombre de 106. Ces images sur lesquelles je voudrais m'attarder un instant font du livre, et je regrette un peu la banalité de ma formule, une invitation au voyage. En feuilletant le volume, on se trouve au hasard devant des gravures représentant les chutes d'eau à Schaffhouse en Suisse, la ville d'Augsbourg en Allemagne, le plomb de la ville d'Encôme en Italie, mais aussi devant des tableaux l'épicerie de Paolo Antonio Barbieri, le triomphe de Galatée de Raphaël ou encore une très belle nature morte aux fleurs et plantes de Michelangelo Mirisi de Caravaggio. Ces images donnent envie de lire ou de relire le journal et ce n'est pas le moindre de leur mérite.
Et si on a déjà lu le journal, elles invitent à lire autrement, ou bien parce que, attirant notre attention, on commence à lire le texte qui les voisine, ou bien parce qu'en lisant le texte, on est tout d'un coup interrompu et on doit confronter le texte à l'image. Les illustrations servent parfois à rendre visible une personne ou un lieu dont nous parle directement le journal, par exemple Gilles de Trèves. Ailleurs, on tombe sur une gravure sur bois datée de 1553 dont la légende nous dit qu'il s'agit des anciens termes romains de plombière. Le lecteur peut donc s'imaginer facilement où se trouvait Montaigne et il ne résiste peut-être pas à comparer le texte du journal à la gravure. Je cite. Il y a à Plombières plusieurs bains, mais il y a surtout un grand et principal bâti en forme ovale à partir d'une ancienne construction. Il mesure 35 pas de long et 15 de large. L'eau chaude sourd par le dessous en plusieurs jets et on y fait couler de l'eau froide dessus pour tempérer le bain selon la volonté de ceux qui s'en servent. Les places y sont réparties sur les côtés avec des barres suspendues à la mode de nos écuries, au-dessus desquelles ont été déposées des planches de bois pour éviter le soleil et la pluie. Il y a tout autour des bains trois ou quatre niveaux de marche à pierre à la façon d'un théâtre, où ceux qui se baignent peuvent être assis ou appuyés. On y observe une singulière retenue. Aussi, il est indécent que les hommes viennent autrement que tout nus, avec un petit caleçon, et que les femmes portent autre chose qu'une chemise. Dans la gravure, on voit en effet une sorte de grande piscine. On voit les places réparties sur les côtés, on voit les planches de bois qui protègent du soleil et du mauvais temps. En revanche, la piscine n'est pas ovale et on ne voit pas de marche. Mais à force de comparer le texte du journal et la gravure, on remarque d'autres détails. L'un des hommes qui se baigne tient des béquilles, ou encore les femmes, au lieu de porter une chemise, ont les seins découverts. C'est-à-dire que c'est souvent les différences entre le texte du journal et les illustrations qui sont intéressantes. En novembre 1580, Montaigne arrive à Abano Terme, au nord de l'Italie, une station thermale connue dès l'Antiquité qui est toujours fort touristique de nos jours et dont les eaux bromo-iodées sont notamment employées pour lutter contre les rhumatismes. Il s'agit, dit-on dans le journal, d'un petit village. Il y a, je cite, deux ou trois maisonnettes assez mal aménagées pour les malades dans lesquelles on dérive des canaux de ces eaux pour en faire des bains dans les maisons. Ensuite, Montaigne passe par un lieu nommé San Pietro Montagno où il trouve quelques traces d'anciens bâtiments et surtout deux ou trois misérables maisonnettes autour pour la retraite des malades. À la vérité, conclut le secrétaire de Montaigne, tout est très sauvage. Ensuite, Montaigne se rend à Battaglia Terme, où il a été servi avec des plats de terre et des assiettes de bois faute d'étain. Autrement, c'était passable, dit-il. Or, quelle surprise, quelle joyeuse surprise de tomber précisément à ce moment-là sur une reproduction d'un tableau de Girolamo Macchietti intitulé Les termes de Pozzuoli, dans lequel l'architecture classique des corps musclés et des draps très blancs n'ont rien de sauvage. On passe du nord de l'Italie au Puzzol à l'ouest de Naples en compagnie, et le contraste sert encore une fois à faire ressortir les détails. Un dernier exemple. En juin 1581, Montaigne est en Toscane, à Benabbio, un beau et grand village au sommet d'une montagne. Un dimanche matin, Montaigne va au bain avec d'autres gentilshommes dont l'un, un certain Ludovic Pinitesi, lui offre un beau présent, un cheval chargé de 12 flasques d'un vin très suave et de fruits magnifiques, parmi lesquels les premières figues de la saison. Le même jour, un frère franciscain lui donne d'autres sortes de fruits, en grande quantité, au point que lui aussi pouvait être généreux avec les paysans. Le soir, un certain Ludovico Ferrari, dit de Cremoni, lui offre encore une boîte de Cotignac, une gelée de pommes et de coings délicieuses et parfumées, ainsi que des citrons et des oranges d'une grosseur extraordinaire. Or, le texte qui relate ces différents présents est interrompu, encore une fois, je dis quel plaisir, par la reproduction en couleur d'un tableau de Giacopo Empoli, une nature morte avec fruits, légumes et oiseaux du XVIIe siècle. Si j'ai pris le temps d'évoquer ces illustrations, c'est parce qu'elles ne sont pas à mes yeux secondaires. Elles ne sont pas là pour faire du journal de voyage un simple livre de salon. Non, elles complémentent vraiment le texte, parfois en nous aidant à identifier, disons, mais sans connotation négative scolairement, une personne ou un lieu, mais plus souvent encore à nous perdre dans notre imagination et dans celle de Montaigne. Je suis convaincu que, grâce à ces images, j'ai mieux lu le journal de voyage que pourtant j'ai déjà lu pas mal de fois. La très belle préface d'Antoine Compagnon, érudite et par moments très personnelle, est à lire absolument aussi. Elle revient sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, sur les possibles motifs du voyage, par exemple la possible ambition diplomatique, la recherche d'une cure à la gravelle, etc., sur les rapports entre Montaigne et son secrétaire, dont il se sépare après 5 mois et demi, sur son séjour à Rome, sur son séjour à Rome, où les livres de Montaigne sont confisqués, mais surtout la préface, tout comme l'adaptation très réussie du texte lui-même et les riches illustrations, donne envie de lire.
La lecture du journal de voyage écrit Antoine Compagnon est un plaisir continu parce que Montaigne a les yeux grands ouverts sur le monde. Le journal serait, dit-il pour conclure, un recueil prime-sautier d'observations merveilleuses sur la nature, l'architecture, l'urbanisme, l'habitat, les hommes, les mœurs, les croyances, les aliments, en toute liberté. Aucun sujet n'est tabou. L'adaptation du journal de voyage établi par Nina Mugler et Laura Piccina est un très beau livre que je vous conseille vivement, même si vous avez déjà chez vous d'autres éditions du même texte. Je suis très heureux, Nina, que vous soyez là aujourd'hui pour en discuter avec nous. Alors, chaque épisode de cette série sur Montaigne est divisé en trois parties. Dans un premier temps, pour faire connaissance, pour ouvrir le dialogue, mon invité répondra à un questionnaire Montaigne. Dans un deuxième temps, mon invité nous parlera de ses propres travaux sur Montaigne. Et enfin, un troisième temps sera consacré à une session de questions-réponses, c'est-à-dire que Nina Mugler répondra en direct à vos questions que vous pouvez entrer dès maintenant et tout au long de l'échange grâce à l'option Q&A qui est au bas de votre écran Zoom. And don't hesitate writing your questions in English. I'll be happy to translate. Alors, pour commencer cet 11e épisode, voici le questionnaire Montaigne et voici ma première question. Quand et comment, dans quel contexte, pour quelles raisons avez-vous lu Montaigne, ses essais ou son journal pour la première fois, Nina Mugler? Voilà, bonjour, rebonjour Philippe, vous m'entendez toujours bien? Très bien. Et bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous êtes à tout le monde ici. Je vois qu'il y a des gens dans le webinaire, donc ça me fait très plaisir. Quelques étudiants et étudiantes aussi, donc bienvenue aussi à tout le monde. Et merci pour cet accueil chaleureux, cette invitation qui me fait énormément plaisir. Et alors pour répondre quand même à la question, donc le journal de voyage, c'est toujours une question en deux temps puisqu'elle est deux textes. Alors j'aurais presque le droit au double du temps réglementaire, mais je vais essayer de ne pas être trop longue. Euh, le journal de voyage, pour être honnête, a croisé ma route assez tardivement, puisque c'était justement au moment de l'édition, de l'adaptation des essais dans laquelle je secondais Bernard Combeau. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé dans les mains et il est tombé presque aussitôt. Donc je m'y suis pas attardée, hein, pour être complètement honnête. Il a fallu attendre justement ce projet-là pour m'y remettre sérieusement. Par contre, les essais ont croisé ma route alors bien plus tôt, et là je pense comme la plupart des gens qui sont passés ici au moment de mes études, le début de mes études en littérature française à Fribourg, avec Simone de Reif, qui était donc ma professeure, une 16 que j'admire beaucoup et qui reste pour moi une personne de référence aujourd'hui encore, qui m'a d'ailleurs aidée même dans les passages compliqués de cette édition notamment. Ce n'est pas la seule, j'y reviendrai, mais vraiment elle est très précieuse. Et donc j'ai eu accès aux essais de Montaigne par ce regard très exigeant de Simone de Reif, qui était exigeante non seulement avec nous, donc ses étudiants et étudiantes, mais aussi avec Montaigne lui-même. Et c'est-à-dire que après nous avoir, bon, bien sûr, parlé des singularités inépuisables des essais, elle a aussitôt montré que certaines idées qui paraissent originales étaient en fait partagées par la plupart de ses contemporains de son milieu parlementaire, etc. Et donc n'étaient pas forcément si originales que ça. Donc, j'ai tout de suite aimé en fait ce rapport de démystification du grand homme, du canon, etc. Parce que en fait, c'était très salutaire dans le sens où ça permettait aussi un rapport une relation de compagnonnage tout de suite avec lui et avec son texte. Et je trouve ça vraiment très sain. Et c'est ce que j'essaie aussi de dire maintenant à mes étudiants et mes étudiantes, c'est de ne pas mettre le canon sur un piédestal pour justement avoir le moins de complexe possible pour entrer en relation, hein. C'est comme dans la vie finalement, moins on a de complexe, plus on peut relationner avec les gens. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pour moi très formateur et c'est ce que j'essaie de relayer aussi maintenant avec les personnes qui passent aux essais en ce moment-là. Ah, c'est très beau, oui. Et euh, le compagnonnage est entré en relation tout à fait. Alors, deuxième question, quel est le chapitre des essais ou peut-être le passage du journal qui, au cours des années, retient le plus souvent votre attention? Ou alors, et c'est peut-être la même question, peut-être une question différente, vous me direz, quel est le chapitre ou le passage préféré et pourquoi? En entendant cette deuxième question, j'ai aussi un complément qui me vient par rapport à la première, mais j'y réponds promis. C'est que, en fait, parfois, il c'est bien d'avoir quand même quelques complexes, parce que en préparant cet entretien, j'ai repris mon édition
donc de jeunesse, avec mes annotations de jeunesse. Et je dois dire que c'est un peu à mourir de rire ou à rougir de honte, hein, c'est selon. Donc voilà, peut-être qu'un peu plus de complexe, c'était pas une mauvaise chose. Bref. Mais bon, c'est difficile hein, de choisir un passage ou un chapitre. Mais si je devais en choisir un seul pour les essais, je crois que c'est pas très original, mais ça resterait 3-9 de la vanité. Déjà parce que de façon très intéressée, aujourd'hui, ça me permet de faire le lien avec le voyage, qui est quand même le thème qui nous occupe, donc soyons honnêtes, mais aussi parce que c'est un de ces chapitres monde, comme on pourrait les appeler, donc qui rassemble en tout cas une bonne partie du monde de Montaigne et du monde des essais à l'intérieur. Donc ça permet de voir plein de choses différentes. Alors déjà le voyage, c'est sûr, mais aussi un très bel exemple de la manière vagabonde, discontinue de Montaigne. Et ensuite, j'ai noté une petite liste de thèmes aussi sur ce, pour pas oublier, qui me paraissent importantes et pour donner envie de lire ce chapitre. Donc, je me contente de les énumérer brièvement. Mais il y a une discussion sur le corps, sur la médecine, la mort, le plaisir, la liberté, l'instabilité humaine, son sens de la nuance aussi, bien sûr, du paradoxe. Cette idée de dénoncer le dogmatisme, l'esprit de système de manière générale, et aussi toute une réflexion donc auto-réflexive, avec beaucoup d'autodérision aussi. Et je crois que c'est tout à fait bienvenu, surtout dans le cadre d'un chapitre qui s'appelle Vanité. Donc voilà, je pense que c'est un des chapitres quand même les plus importants, même si j'ai pas trop envie de hiérarchiser. Et puis, en ce qui concerne le journal, je dirais que c'est toutes les scènes qui relèvent de la rencontre avec autrui. Donc, c'est truffé de scènes comme ceci, et je pense que c'est des moments quand même assez délicieux. Et il y a toujours une plus-value dans le vivant, dans la rencontre avec autrui, même si parfois ça se passe mal, il y a toujours quelque chose à en retirer. Donc, moi, voilà, c'est une leçon qui me parle à titre personnel. Voilà, je suis assez optimiste et je trouve que ça va dans ce sens. Troisième question. Pourquoi, selon vous, devrions-nous lire Montaigne en 2024? Pourquoi les essais? Pourquoi le journal? Alors, peut-être que vu que le journal, c'est la star du jour, je vais répondre uniquement par rapport au journal, sinon ça va nous emmener jusqu'à demain matin. Mais je dirais que, justement, par rapport à ce que je disais précédemment, toutes ces scènes de rencontres avec autrui sont nécessairement aussi une leçon de tolérance et d'ouverture qui me paraît, là encore, très salutaire, puisque Montaigne fait des rencontres assez hétéroclites, voire hétérodoxes dans certains cas, hein, puisqu'il ne se gêne pas d'aller parler avec des réformés de toute obédience, avec des juifs, etc., alors qu'il est censé être catholique. Et en fait, il est extrêmement ouvert. Et bon, effectivement, je pense que c'est une leçon qui, aujourd'hui, on assiste à tous ces conflits interconfessionnels absolument dramatiques. Et donc là, on a une belle leçon d'ouverture qui fait du bien, qui fait du bien. Et je dirais que c'est aussi une leçon au sens où on aura tendance aujourd'hui, c'est assez paradoxal, mais dans une société multiconnectée, à se renfermer sur soi. Et là, je pense à quelque chose que je viens de voir passer, une étude britannique qui parlait de la génération Z. Donc voilà, les gens qui nous occupent bientôt à l'université, là, plus ou moins, et qui disait que voilà, il y avait une phobie de l'appel téléphonique. Et ça m'a fait réfléchir parce que finalement, l'appel téléphonique, c'est encore ce qu'il y a de plus vivant dans l'échange par téléphone interposé, puisque ça laisse voilà, de la place pour l'incertitude, on ne peut pas tout contrôler, la réaction de l'autre, les silences, etc. Donc c'est inconfortable, nécessairement. Mais c'est aussi ce qui fait grandir, ce qui fait évoluer, etc. Donc de sortir de sa zone de confort. Et là, on voit bien que dans le journal, ça se passe souvent aussi de façon parfois un peu rugueuse, mais que voilà, on en tire une leçon et ça fait grandir. Donc voilà ce que je dirais. Après, si je peux peut-être compléter sur un autre plan, c'est aussi l'idée que ça nourrit un autre compagnonnage avec Montaigne, qui est peut-être plus authentique, plus humain, plus vulnérable, moins travaillé que dans les essais, hein, puisque c'était pas forcément destiné à la publication. Et donc voilà, ça renforce peut-être ce rapport de proximité, cet intérêt
historique pour l'homme aussi, et historique au sens où on a tout un catalogue d'habitudes des peuples qu'il fréquente, qu'il côtoie, et donc il y a cet intérêt ethnologique aussi dans le texte. Quel est l'article ou le livre sur Montaigne que vous conseillez le plus souvent aux étudiants, aux collègues, aux amis, l'article ou le livre que vous n'avez pas écrit et qui, à vos yeux, est essentiel pour mieux lire Montaigne? Alors, comme beaucoup de merveilles ont été déjà signalées dans le cadre de cette série concernant les essais, je vais peut-être me concentrer sur le journal. Et là aussi, il y a un choix innombrable, des références vraiment incontournables qui ont été très utiles pour cette édition. Je pense à tous les travaux de Philippe Dezan, de Jean Balsamo, de Fausta Garavini et d'autres encore. Mais j'aurais presque envie de mettre à l'honneur mes collègues helvétiques aujourd'hui. Vous m'en tiendrez pas rigueur. Mais je pense vraiment au travail, par exemple, à tous les articles de Frédéric Tinguely, qui ont été pour moi très inspirants et j'aurais envie de dire très éclairants. Éclairant, je choisis cet adjectif à dessein parce qu'en fait, il met très souvent au centre de l'étude le regard, hein, cette espèce de pulsion scopique qu'on retrouve chez Montaigne. Et je trouve ça extrêmement judicieux. Ça permet de comprendre plein de passages un peu subtils du texte. Donc c'est cette idée voilà, de remettre au centre le regard et la perception de manière plus générale. Et ça, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir dans la petite présentation de tout à l'heure. Donc, le travail de Frédéric Tinguely est aussi pour passer de l'autre côté, donc là, du côté de Genève, pour passer de l'autre côté du Röstigraben. Alors là, je pense au travail encore en cours, mais imminent de Rebecca Martic, qui est en train de finaliser une thèse de doctorat sur l'articulation entre curiosité, cure de soi chez Montaigne, donc dans les essais dans le journal de voyage. Alors c'est un petit coup de pression amical que je lui mets ici, Rebecca, pour finaliser sa thèse, puisqu'elle est très attendue. Là, ça promet un regard absolument original aussi sur cette question-là et sur le journal. Donc, tout le monde se réjouit. Rebecca, si tu nous entends, c'est cadeau. Ben, ça met un appétit, merci. On a très hâte de lire. Alors, on arrive dans notre deuxième temps et vous allez nous parler donc de vos travaux sur Montaigne et surtout de cette belle adaptation du journal. Donc, je vous remercie d'avance et je vous passe le micro. Et je crois que vous avez des images à partager, donc je vous laisse. Exact, exact. Alors, on va tenter Et voilà. l'opération. Alors, est-ce que tout le monde voit bien, Philippe? Je vous laisse peut-être contrôler si les gens se manifestent. Là, j'ai plusieurs choses Euh, sur l'écran. Là, on voit tout l'écran. Je crois qu'il faut cliquer sur Ah, il faut que je mette en mode il faut lancer lire à à partir partir du du début. Voilà. début. Oui, voilà, Voilà, effectivement. ça y est. Voilà, c'est bon. Alors, attendez, je vais juste vous décaler un petit peu là. Ok, parfait. Donc, c'est bon, là, tout le monde a accès à mon écran, j'imagine? Ok, super. Alors bon, Philippe, faut surtout pas hésiter à m'interrompre si tout d'un coup je suis un petit peu trop longue parce que des fois j'ai tendance à m'emballer sur mes diapositives, alors il faut surtout me rappeler à l'ordre. Mais en tout cas, je vous remercie encore une fois, moi, pour cette formule que j'ai adorée dans l'introduction d'invitation au voyage, parce que je crois que c'est exactement le but de cette édition, c'est de faire circuler ce texte, de continuer à le faire voyager. Et donc, pour ce faire, c'est vrai que les illustrations ça peut aider. Ça peut aider et ça crée effectivement un jeu avec le lecteur, la lectrice, un jeu à différents niveaux et merci de l'avoir signalé justement. Un jeu aussi c'est vrai, un plaisir ludique, mais aussi un jeu dans le rouage, dans l'engrenage, hein, comme si tout d'un coup les pièces créaient une petite aspérité et donc voilà, dérangeaient un peu l'économie d'ensemble. Donc c'est aussi une sorte de provocation, hein, d'une certaine façon. Mais je crois que le jeu se vérifie déjà en amont au niveau du travail de l'adaptation. Parce qu'en fait, donc autant vous dire, ce n'est pas une sinécure et ça peut paraître facile, mais en fait, ça pose plein de difficultés. Et donc là, je remercie vraiment très chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à cette édition et qui n'apparaissent pas nécessairement là, mais voilà, qui nous ont aidés de façon plus ou moins ponctuelle, beaucoup de spécialistes de montagne aussi qui ont été très précieux. Et donc voilà, merci à tout ce monde parce que ça a permis d'avoir une adaptation, je l'espère, la plus adaptée possible. Donc vraiment un travail d'équipe
sorte de bricolage collectif très très large. Et en fait, c'est assez amusant parce que on se rend compte que personne, même parmi les spécialistes, personne n'a exactement la même façon d'adapter le même extrait. Ça ne se produit jamais deux fois. Et même, je dirais, la même personne, un peu à l'image de Montaigne, hein. On n'est jamais identique. Enfin, voilà, d'une minute à l'autre, on peut avoir une autre adaptation. Donc c'est à la fois amusant, mais pour tout vous dire, un peu inquiétant aussi, quand on est chargé de faire ce type de travail. Donc je crois qu'il faut accepter cette part de subjectivité qui est quand même irréductible et toujours avoir à l'esprit que adapter, c'est interpréter. Et c'est interprété en fonction de sa personnalité, de son milieu socio-culturel, de son appartenance géographique, politique, genrée, générationnelle ou que sais-je encore. Donc ça, c'est un élément qui me paraît important. Cela dit, pour essayer de réduire un maximum cette marge de subjectivité, on a créé tout un panel de lecteurs et de lectrices tout à fait diversifiés pour essayer de leur soumettre voilà, des extraits problématiques et avoir des retours d'expérience. Et donc à partir de là, on a fait à nouveau une sorte de bricolage pour retenir voilà, la leçon médiane, avec des témoignages très contrastés parfois. La leçon médiane, donc une sorte de leçon neutre qui convienne au plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, c'est une leçon, on pourrait dire, à la Suisse, ce qui nous arrange bien. Donc c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans l'ensemble de cette édition. Voilà, avec notre panel un peu multiculturel aussi. Alors voilà. Je passe à l'introduction plus détaillée parce que vous l'aurez compris, ce genre d'édition pose un certain nombre de difficultés. Et justement, j'aimerais pouvoir là être transparente avec vous et énumérer un certain nombre de ces difficultés, à commencer par la difficulté matérielle. Alors là, certaines d'entre vous le savent, mais ce texte a connu une trajectoire un peu particulière puisqu'il a été perdu pendant plus de 200 ans avant d'être redécouvert dans un coffre au milieu du XVIIIe siècle et reperdu. Donc en fait, nous, aujourd'hui, on doit se fier à des éditeurs bien intentionnés, plus ou moins bien intentionnés du XVIIIe siècle et leurs premières éditions. Voilà, on fait une sorte de bricolage éditorial à partir de là. Et bon, on se sens, on suit nos prédécesseurs, je pense Philippe Desan et Fausta Garavini, les principaux. Donc c'est très utile d'arriver en bout de chaîne, parce qu'on peut aussi bien sûr bénéficier des avancées de ces personnes-là, et elles jouent aussi un rôle dans cette édition, évidemment. Alors, corollairement à ça, il y a la question de l'octorialité, puisque ce texte présente une autre particularité tout à fait passionnante, c'est d'être coécrit. Pardon pour les personnes qui savent déjà ça, mais ça me paraît quand même important de le rappeler. La première partie est prise en charge par le secrétaire de Montaigne, et ensuite il se fait congédier, et donc c'est Montaigne qui reprend la plume. Sauf que, donc voilà, ce secrétaire a longtemps été considéré comme une sorte de scribe de Montaigne, une sorte de larbin, donc tout à fait déconsidéré, sauf que depuis quelques années, on le revalorise et on part du principe que il contribue à l'octorialité. Donc c'est un auteur. Alors justement, si on voulait pousser un peu l'audace, voilà ce qu'on aurait pu faire, pour être plus exact, c'est d'ajouter son nom en haut. Son nom, oui et non, Vous voyez, on ne sait rien de lui, si ce n'est que, bon, il semble gascon vu son vocabulaire et les références qu'il emploie, mais ça reste un peu léger. Bon, évidemment, c'est d'un peu moins vendeur, donc vous comprenez pourquoi on n'aura pas laissé cette mention. Peut-être pour la prochaine, qui sait. Donc voilà, ça pose des questions aussi d'adaptation parce que quand le secrétaire dit je, on ne sait pas si c'est le jeu de Montaigne, le sien, enfin, il y a sans doute un peu des deux. Et donc parfois on a essayé de désambiguiser quand c'était évident, mais sinon, voilà, on a laissé le flou, ça fait partie du jeu aussi. La question du bilinguisme, alors Philippe en a parlé tout à l'heure, effectivement, autre particularité notable, Montaigne, quand il est en Italie, donc vers Lucques, en Toscane, se met à écrire en italien. Alors, se mettre à écrire en italien pour vraiment jouer le bon touriste, ce caméléon qui va jusqu'à absorber la langue même. Donc il essaie toutes les habitudes, les coutumes, la nourriture, mais aussi la langue. Sauf que cette langue est très bizarre, et là je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu compter sur l'expertise de Laura Piccina pour traduire ce texte.
C'est un Italien, il en parlerait beaucoup mieux que moi, mais qui est en fait un mélange matiné ouais, de Toscan littéraire, hein, les Trois Couronnes, qu'il a beaucoup lu, qu'il connaît en lecture, donc en connaissance passive, et aussi évidemment donc Dante, Pétrarque et Boccace, hein. Et aussi évidemment sa pratique du terrain, puisque ça fait quelques mois qu'il est en Italie, et donc il y a aussi évidemment cette connaissance un peu sauvage de l'italien. Il côtoie plein de gens différents, donc on a voilà une sorte de joyeux petit bordel, hein, à ce niveau-là. Et donc Laura Piccina a eu le courage de s'y atteler. Ensuite, on entre dans des difficultés peut-être un peu plus anecdotiques, mais quand même, je crois qu'il faut pouvoir en parler. C'est peut-être plus personnel, mais il y a cette idée de piège de l'ego, ou qu'on pourrait sous-titrer de tropisme professoral. Alors là, on comprend mieux pourquoi j'ai retenu le chapitre de la vanité dans le petit questionnaire, hein, ces histoires d'ego. En fait, c'est tout simplement parce que il faut quand même admettre que le texte est parfois un peu répétitif et un peu mal écrit. Il y a quand même ce côté, le texte n'est pas toujours soigné, ou pas souvent soigné, et donc on peut être tenté, quand on a justement cette casquette d'enseignante, et qu'on corrige des copies tout au long de l'année, de vouloir améliorer un petit peu ce texte qui manque de littérarité, pour ainsi dire. Et en fait, ce serait une grave erreur, donc il faut absolument se retenir de faire ça. Je pense par exemple aux descriptions de paysages qui sont parfois un peu monotones, hein, qui se résument en gros à beau, grand, agréable, fertile et plat. Alors, et justement, qui donne une certaine platitude dans la description, mais en fait, c'est complètement symptomatique de ce qui se passe à l'époque, puisque bon, plusieurs l'ont dit bien sûr avant moi, mais c'est à ce moment-là que s'invente aussi le paysage, et donc on comprend aussi pourquoi on est dans une période de transition, avec une sorte de manque de ressources lexicales peut-être pour l'exprimer, une sensibilité qui n'est pas encore la nôtre. Enfin, voilà, donc il faut absolument conserver ça. Donc éviter le tropisme professoral. Et deuxième, enfin, dernière difficulté que j'ai listée ici, mais qui est plus anecdotique là, c'est la défamiliarisation volontaire. Alors, je m'explique. Euh, il faut bien prendre conscience que cette édition, coéditée donc par Bouquin et Mola, se destine à un public franco-français, hein, surtout, donc essentiellement français qui habitent en France. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait quand soi-même on a surtout vécu hors de France. En l'occurrence, je suis Suissesse, et pour une Suissesse, je vous donne un exemple très simple, mais en fait c'est plus ou moins le seul, mais il est omniprésent, donc il m'a un peu hanté. C'est quand on voit le terme souper apparaître dans le texte, que ce soit d'ailleurs en Suisse, en Belgique, au Québec et dans d'autres terres francophones, le souper, c'est le repas du soir. Et la plupart des Suisses s'expriment de la sorte, donc ça n'a rien de choquant. Donc on peut passer par-dessus sans faire attention. Or, il faut bien se rappeler qu'il faut avoir en tête, en ligne de mire, le lecteur ou la lectrice française de France, et donc changer en dîner. Le repas du soir, c'est le dîner. Et de même avec le dîner pour les Suisses qui est à midi, et pour Montaigne aussi d'ailleurs, et bien pour le français, voilà, c'est le déjeuner. Donc en fait, il fallait toujours faire cet exercice de discipline, euh, de dédoublement de personnalité, presque un peu comme ce que fait d'ailleurs Montaigne sur le terrain, hein, adopter la coutume des autres. Et voilà, j'ai donc dû me discipliner pour toujours être très vigilante. J'espère que je n'ai rien laissé passer de ce point de vue-là. Alors, la difficulté quand même majeure, je ne vous cache pas, c'était cette histoire de protocole éditorial. Alors là, loin de moi vraiment l'envie de vous assommer à une heure aussi tardive ou précoce avec des considérations philologiques un peu, un peu arides. Mais en gros, voilà, pour reprendre aussi ce que Philippe disait en quelques mots, pour avoir une idée de ce protocole d'adaptation, en quoi est-ce que ça consiste, vous voyez, il y a plusieurs opérations. Et je dirais la plus évidente, c'est la première, c'est l'idée de moderniser l'orthographe, l'accentuation et la ponctuation. Alors, opération évidente, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, ponctuer, changer la ponctuation d'un texte, c'est déjà intervenir, c'est déjà interpréter. Et je l'ai fait de façon tout à fait consciente et volontaire par endroits. Je pense notamment aux descriptions qui sont parfois, qui laissent Montaigne un peu perplexe, notamment à Rome, il y en a plein,
fait, il assiste à toutes sortes de rituels et on sent qu'il a un peu de circonspection par rapport à tout ça. Sauf que les indices sont très légers dans le texte et pour voilà, orienter la lecture, il suffit parfois de mettre des points de suspension ou un point d'exclamation et ça permet aussi voilà, d'attirer l'attention sur la lecture ironique du texte. Je pense notamment à la séance d'exorcisme à laquelle il assiste et qu'il laisse quand même franchement perplexe. On sent que c'est beaucoup trop théâtralisé, enfin voilà. Et donc typiquement là, point de suspension de rigueur. Donc voilà, c'est pas anodin la ponctuation. Après, on a modernisé les noms propres et les toponymes. Je pense typiquement à la cité allemande de Auguste, qui se transforme en Augsburg, par exemple, pour que ce soit aussi plus familier, hein, les référents. Réagencement syntaxique, donc là, c'est parfois juste de déplacer, d'inverser l'ordre des mots et le problème est résolu. Intervention minimale. Alors, développement des antécédents flous, ça c'est un gros morceau de résistance. Parce qu'en fait, le texte est truffé de notations, de pronoms, de il, donc soit au singulier, soit au pluriel, de façon complètement anarchique. On a plein de personnages et qui sont repris tous indifféremment par il. Donc là, il a vraiment fallu remettre de l'ordre dans tout ça. Et franchement, parfois, c'était pas facile. Donc là, ça a nécessité beaucoup de dialogue aussi avec d'autres personnes pour essayer d'y voir plus clair. Je verrai un exemple tout à l'heure. Énonciation aussi, hein, dans les cas du secrétaire ou de Montaigne. La concordance des temps, ça aussi c'est assez classique. Et enfin, les modifications lexicales. Alors là aussi de différentes natures. D'abord, on a évidemment remplacé tous les termes qui s'utilisaient mais qui n'existent plus aujourd'hui. Typiquement la locution à tout en deux mots. Typiquement, il vint à tout son chapeau, avec son chapeau. Donc ça a remplacé en avec. Euh, Perte pas trop dommageable, hein, je pense. Sinon, il y a évidemment, Philippe, on a parlé tout à l'heure, la question des faux amis extrêmement nombreux dans la langue de la Renaissance, donc très, très insidieux, hein. On pense reconnaître le mot, mais en fait, il a changé de sens, donc c'est pire encore que de ne pas du tout reconnaître le mot. Et typiquement, l'adjectif médiocre, qui signifiait moyen, mais sans connotation, voire avec une connotation positive, alors qu'aujourd'hui, c'est la connotation négative, donc là, on est dans le contresens si on laisse. Ou voilà, encore par exemple les formes verbales qui peuvent varier, typiquement le verbe tenir, qui en moyen français peut signifier plein de choses, hein, détenir, soutenir, retenir, maintenir, etc. Donc là aussi, au cas par cas, on a choisi le sens le plus adéquat. Voilà. Je n'insiste pas, mais si jamais il y a d'autres précisions, évidemment, dans l'édition pour celles et ceux que ça intéresse. Alors la question qui se pose maintenant, elle est tout à fait shakespearienne, n'est-ce pas? C'est adapter ou ne pas adapter. Que faut-il faire? Alors, je pense que les plus concentrés d'entre vous auront compris euh, dans quel bord je me situe. Je pense que c'est assez clair. Et d'ailleurs, je viens d'écrire quelques lignes justement pour œuvrer en faveur de la modernisation, enfin de l'adaptation dans voilà, le bulletin de la Société des Amis de Montaigne. Ce petit plaidoyer pour faire voyager Montaigne avec un ton un peu militant comme ça. Mais moi, je suis vraiment convaincue de la nécessité de faire ce genre d'entreprise pour finalement rendre Montaigne à la cité et éviter voilà, de le cloisonner dans le monde universitaire. Je crois que c'est très important. Et dans ce petit plaidoyer qui est un peu peut-être provocateur, c'est vrai que je parle de santé publique. En fait, je pense que c'est presque une affaire de santé publique. Parce que comme dans la santé, hein, quand on a une partie qui est, ma foi, un peu gangrénée, hein, il faut savoir amputer une partie, en l'occurrence, on dira la précision philologique. Évidemment, il y a une perte hein, dans l'adaptation du texte, c'est indéniable, mais cette perte me semble bénéfique, puisqu'elle permet au reste du corps, pour reprendre cette métaphore un peu facile médicale, elle permet au reste du corps de continuer à vivre. Donc c'est un peu l'idée ici. Ou alors en termes peut-être plus spirituels, on peut penser aussi au pari pascalien, hein, finalement. On peut se dire, vous savez, Pascal, qui était un très grand lecteur de Montaigne, que finalement, on a tout à gagner à moderniser le texte de Montaigne pour gagner en extension, donc multiplier les lecteurs et les lectrices, le faire vivre, plutôt que de le traiter comme une relique
et le conserver dans sa tour d'ivoire. Je crois qu'il faut, voilà, il faut faire des choix, même s'il y a toujours une part de sacrifice quelque part. Alors, justement, j'aimerais rendre la parole à notre préfacier Antoine Compagnon, qui le dit très bien, et je suis tout à fait d'accord avec cette formule, hein. La meilleure défense de la littérature, c'est l'appropriation, non le respect transi. Alors, il le disait avant cette édition, mais je crois que c'est finalement respecter même la pensée de Montaigne que d'agir ainsi, puisque vous vous souvenez, notamment dans les essais, Montaigne est assez peu déférent par rapport aux autorités antiques notamment, hein. Il a un rapport quand même aussi assez décomplexé avec tout ça, avec le canon. Donc finalement, pourquoi pas prolonger un peu ce geste-là? Et puis, voilà, il y a fort à parier qu'il n'aurait pas aimé être traité comme une relique, hein, dans sa tour d'ivoire, justement. Donc bon. Mais le débat reste ouvert. Je n'aurai pas la prétention de trancher ce débat ici, mais voilà pour ma position en tout cas. Alors, sur ces considérations, disons, assez politiques, je vous propose de revenir à un peu plus de poétique avec un exemple d'adaptation. Voilà, un exemple parmi d'autres, à commencer par le texte de Kerlon, sur lequel donc on se fonde, et ensuite je vous montrerai comment on propose de l'adapter. Alors peut-être que le plus simple, c'est que je le lise intégralement d'une traite et ensuite je lirai l'autre. Donc on est plus ou moins au début de l'histoire, hein. Pour revenir à Constance, nous fûmes mal logés à l'Aigle et y reçûmes de l'autre un trait de la liberté et fierté barbare alémanesque sur la querelle de l'un de nos hommes de pied avec notre guide de Bâle. Et parce que la chose en vint jusques au juge, auquel il s'alla plaindre, le prévôt du lieu, qui est un gentilhomme italien, qui est là habitué et marié et à droit de bourgeoisie il y a longtemps, répondit à Monsieur de Montaigne sur ce qu'on l'enquérait, si les domestiques serviteurs du dit seigneur seraient crus en témoignage pour nous. Il répondit que oui, pourvu qu'il leur donnât congé, mais que soudain après il les pourrait reprendre à son service. C'était une subtilité remarquable. Le lendemain, qui fut dimanche, à cause de ce désordre, nous arrêtâmes jusqu'après dîner et changeâmes de logis au Brochet, où nous fûmes fort bien. Le fils du capitaine de la ville, qui a été nourri page chez Monsieur de Méru, accompagna toujours messieurs à leur repas et d'ailleurs, si ne savait-il nul mot de français. De français. De France, oui, mais là, vous l'aurez compris, je l'ai lu de façon modernisée. Donc là, typiquement, un exemple d'extrait où on ne comprend pas exactement qui fait quoi à quel moment, et c'est très ambigu et on s'y perd. Alors le but, c'est quand même de respecter cette structure un tout petit peu alambiquée, hein, pour pas transformer complètement le texte, mais d'essayer de simplifier quand même sa compréhension. Alors voilà l'exemple. Forcément, ça gonfle un peu, hein, c'est comme quand on traduit du latin en français, forcément ça gonfle. Le rapport n'est pas le même, mais quand même. Donc notre proposition, pour revenir à Constance, nous fûmes mal logés à l'Aigle et y reçûmes de l'hôtelier un trait de la barbarie et fierté barbare allemande à la suite de la querelle de l'un de nos hommes de pied avec notre guide de Bâle. Et parce que la chose en vint jusqu'au juge, auquel l'hôtelier alla se plaindre, le prévôt du lieu, gentilhomme italien, établi ici, marié et ayant droit de bourgeoisie depuis longtemps, répondit à Monsieur de Montaigne quand on cherchait à savoir si les domestiques serviteurs de Monsieur de Montaigne seraient crus s'ils témoignaient pour nous. Il répondit que oui, pourvu qu'il leur donnât congé, mais qu'aussitôt après il pourrait les reprendre à son service. C'était une subtilité remarquable. Le lendemain, un dimanche, en raison de ce dérangement, nous avons été arrêtés jusqu'au déjeuner, après quoi nous changeâmes de logis, au Brochet, où nous fûmes fort bien reçus. Le fils du capitaine de la ville, qui a travaillé comme page chez Monsieur de Méru, accompagna toujours Monsieur d'Estissac et Monsieur de Montaigne à leur repas, et d'ailleurs, alors même qu'ils ne parlaient pas un mot de français. Donc voilà, vous voyez, il s'agit bien de l'hôtelier qui va se plaindre et non de quelque autre personnage qui pourrait être là, hein, résolution de l'antécédent. Et c'est le prévôt du lieu qui suggère à Montaigne une astuce toute machiavélique, c'est-à-dire que pour être cru, hein, pendant ce démêlé judiciaire, il lui propose donc de virer provisoirement ses serviteurs pour qu'il fasse office de témoin neutre, objectif, et ensuite, une fois que c'est réglé, les réembaucher. D'où la subtilité remarquable dont tu as bien raison de relever le caractère, voilà, intelligent, hein, le secrétaire.
Alors, au-delà de ça, vous voyez aussi cette question des faux amis qu'on retrouve, évidemment. Je pense à typiquement établi ici, que vous voyez en gras, hein, le gentilhomme italien établi ici, au lieu de la habitué. Hein. Être habitué, c'est pas être habitué, c'est résider quelque part ou être établi quelque part. Donc là, on a changé, évidemment. On peut penser, voilà, on retrouve notre affaire de déjeuner et de dîner, pas très grave, mais quand même. Ou enfin, ce mot très polysémique en moyen français de si tout à la fin, qui veut dire en général pourtant, mais c'est parfois ainsi. Et donc là, on a traduit par alors même que. Donc voilà, typiquement le genre de discussion aussi qu'on a pu avoir avec nos interlocuteurs hein, pour voir si c'était compréhensible ou non. Mais ce qui m'intéresse maintenant, et là je reviens à ce qui a intéressé aussi Philippe, c'est la question des images. Et donc je ne résiste pas au plaisir de vous montrer l'image qu'il vous a commentée hein, sous forme de d'ekphrasis peut-être tout à l'heure. Donc voici la réalisation picturale, hein, enfin, la gravure des bains de plombière. Et j'aimerais juste insister sur le fait qu'effectivement ces images dans cette édition ont plusieurs fonctions. Et c'est vrai qu'il y a cette fonction pédagogique au sens où ça renforce le texte, ça explicite. Je pense au fait que voilà, tous ces braves gens passent beaucoup de temps à table, donc on représente aussi voilà, tout simplement des denrées alimentaires, de la vaisselle qui retient beaucoup leur attention. De même avec la question des cartes, il y a beaucoup de cartes hein, qui jalonnent le texte, puisque voilà, Montaigne ne se baladait pas encore avec un petit drone, donc ça peut permettre aussi de mieux se rendre compte de la topographie du lieu. Et moi, j'ai beaucoup insisté à titre personnel parce que ça, c'était un travail d'équipe aussi. Hein. On a fait une réunion, même voilà, jusqu'à Jean-Luc Barré et Denis Mola étaient là pour choisir aussi les images pour qu'on discute. Donc, c'était vraiment c'était un super moment, enfin deux super moments. Et j'ai beaucoup insisté sur les scènes de sociabilité parce que moi, c'est vraiment un des enjeux majeurs de ce texte qui ont plus retenu mon attention. Alors que ce soit au bain, justement, on le voit bien ici, mais ça peut être aussi plus largement dans la ville, ça peut être de façon plus surprenante à l'église au lieu de sociabilité, l'église, mais aussi peut-être voilà, à la campagne, où on a des scènes de vendanges, typiquement, qui créent une sociabilité. Donc une sociabilité dans tous ses états. Montaigne organise un bal, enfin, etc. Il y en a à toutes les pages. Alors, à côté de ça, il y a une fonction, c'est un peu grandiloquent comme ça, mais osons-le, épistémologique et sensorielle. Alors là, je m'explique aussi. Épistémologique au sens où, à cette époque, dans la littérature viatique, on assiste à un changement de paradigme qui a tendance justement à revaloriser la perception autoptique, hein, la perception sur le terrain, le regard. Le regard de l'observateur compte et défie, va jusqu'à supplanter parfois même l'autorité des autorités livresques anciennes. Donc c'est à ce moment-là que ça se joue. Et donc pour nous, c'était important aussi de revaloriser le regard. C'est aussi pour ça que j'ai parlé du travail de Frédéric Tagli de ce point de vue-là. Mais le regard ne résume pas tous les sens et je crois qu'il faut aussi rappeler à quel point les autres sens sont présents dans ce texte, tous les sens, à des degrés divers. Alors, plus difficile à représenter, hein, on n'a pas encore inventé l'édition sophistiquée à ce point, mais quand même, je crois qu'il y a une forme de synesthésie un peu générale entre tous ces sens dont il faut prendre conscience, les cinq sens, et j'aurais envie d'ajouter même un sixième sens, puisque Montaigne se confie beaucoup aussi à son instinct, à son intuition. Il fait confiance à son intuition. Et je trouve ça absolument passionnant parce que il se soumet au rituel local, donc voilà, il veut absolument suivre les habitudes des, des peuples locaux, mais en même temps, quand ça l'arrange ou quand il n'y croit pas, il n'hésite pas à suivre lui-même ses propres recommandations. Hein. Typiquement, si les habitants du lieu décident de s'immerger dans l'eau toute la journée jusqu'au cou, lui, il va décider de le faire jusqu'au rein et seulement une demi-heure. Donc il y a des petites variations de ce type-là et pour moi, c'est un peu le sixième sens de Montaigne. Mais bon, peut-être que je m'emballe un peu. J'en profite pour signaler donc la troisième, mais il y en a sûrement d'autres, hein, fonction des images, qui est évidemment ludique. Et là, Philippe, vous l'avez bien rappelé aussi. Ludique parce qu'il y a ce plaisir esthétique aussi, mais aussi ludique parce que ça peut permettre de mettre au jour des zones d'ombre
du texte, hein. Typiquement, le fait que Jean Balsamo l'a très très bien montré, la troupe n'est pas très attentive aux œuvres d'art, aux œuvres picturales, alors que voilà, c'est le joyau de la Renaissance italienne à ce moment-là, ils les ont vues, mais ils n'en font rien dans ce texte. Cette espèce de paradoxe, hein, cette sensibilité vient plus tardivement, à partir du second XVIIe siècle, mais quand même, on a voulu montrer ces zones d'ombre et on a montré un certain nombre de ces œuvres, justement, dans l'édition. Et moi, j'aimerais justement insister un peu sur ce jeu avec deux exemples. D'abord, un exemple on pourrait appeler micro, hein, à l'échelle d'une double page seulement, où là, il y a un jeu que je trouve assez amusant entre le texte et l'image. Alors, en bref, le texte, donc là on est à Rome, hein, Montaigne vient de reprendre la plume, plus ou moins, et il raconte un bon mot, donc une blague, qui lui a été racontée par un prêcheur, sans doute jésuite, hein, visiblement un peu olé olé, hein, en tout cas pas rigoriste, ça c'est certain, et qui fait une blague selon laquelle les carrosses des gentilshommes, qui peuvent ouvrir leur toit, sont comparés à des astrolabes, c'est-à-dire à cet instrument, vous savez, qui permet de mesurer les astres. Sauf que les astres en question ne sont pas des astres, mais courtisanes au balcon. Donc, vous voyez, un peu, si on traduit ça en langage encore plus moderne, évidemment, c'est pas ce qu'on a mis dans le texte, ce serait un peu, méfiez-vous des gens en décapotable, hein, ils sont là pour se rincer l'œil. Je pousse un peu le trait, hein. Rassurez-vous, il n'y a pas de ça dans le texte. Mais en gros, c'est l'idée. Et donc c'est déjà assez amusant parce que finalement c'est raconté par un prêcheur romain et on se rend bien compte que les ecclésiastiques de Rome, voilà, ont tendance à être peut-être un peu légers, hein, un peu superficiels parfois. Et c'est d'autant plus drôle quand on regarde l'image parce que vous voyez là, on a choisi un détail de la chapelle Sixtine à Rome de Michel-Ange dans lequel on reconnaît, je ne sais pas si vous l'identifiez, mais c'est donc le prophète Jérémie. Prophète Jérémie que Vasari avait déjà proposé il y a bien longtemps d'identifier une sorte d'autoportrait un peu subtil de Michel-Ange lui-même, c'est-à-dire un peu du misanthrope, hein, celui qui est retiré de la société et qui s'en plaint. D'où les jérémiades d'ailleurs, hein, en français moderne, en français tout court. Donc voilà, cette idée de ce misanthrope qui condamne un peu les abus de ses contemporains, vous voyez? Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'on l'a juché en haut à droite, là. C'est comme s'il admirait un peu cette scène, enfin plutôt, il s'en affligeait. Donc ce décalage un peu ludique entre cette affaire de décapotable et de prêcheur un peu libre, avec voilà, ce pauvre prophète Jérémie qui condamne un peu la scène. Donc voilà, typiquement un jeu micro-textuel. Et j'aimerais prendre un jeu d'un autre type. Alors cette fois-ci, ça demande un peu plus de peut-être de mémoire visuelle et intellectuelle parce qu'en fait, il faut se souvenir de ce qu'on a lu et de ce qu'on a vu. Mais typiquement, là, je vais prendre trois passages pour essayer de les faire dialoguer. Alors là, on est toujours à Rome. Rome, c'est un moment absolument magique, hein, du journal de voyage. D'ailleurs, c'est très long comme séjour. Alors là, on ouvre la page et on trouve ce portrait en grande pompe du pape Grégoire XIII peint par Lavinia Fontana, cette peintre, ou plutôt cette peintresse, disait-on alors, hein, avant que l'Académie française ne passe par là et fasse tous ses ravages, mais cette peintresse tout à fait passionnante, qui a d'ailleurs fait de son mari son assistant, hein, pour la petite histoire. Et donc ce portrait en grande pompe de Grégoire XIII, et qui va en fait très bien avec le texte qui est à côté, puisque le texte retranscrit la rencontre entre la troupe, ou une partie de la troupe de Montaigne, et le pape lui-même. Grand moment, extrêmement solennel, euh, mais peut-être un peu trop solennel, justement. Cérémonial, un peu trop cérémonieux. Et ça aussi, Frédéric Tinguely en dit de très belles choses avec tout un jeu de regard où on se rend compte que finalement, tous les prélats qui vont voir le pape doivent faire beaucoup trop de courbettes, hein. Ils doivent faire au moins 5 génuflexions avant de recevoir 5 bénédictions, puis de repartir à reculons en traversant la salle en diagonale. Enfin bref, on s'en sort plus. Et il y a ce côté un peu absurde du regard qui zoome et qui se focalise sur la pantoufle du pape, dont le texte nous dit hein, qu'elle est rouge avec une petite croix blanche sur le dessus. Et on sent en fait toute l'ironie de Montaigne dans ce passage. Et en fait, le fait de mettre ce pape en grande pompe comme ça, c'est pour renforcer aussi ce côté vaniteux du pape. Donc si vous voulez, ça donne aussi une clé de lecture par rapport à la suite.
Sauf que vous aurez remarqué que la fameuse chaussure n'apparaît pas sur l'image. Alors pour ça, il faut s'armer de patience. Et 30 pages plus loin, on tombe sur cette double page-là. Et là, que découvre-t-on? La pantoufle rouge. Alors, les mauvaises langues diront que le pape s'est transformé en Cendrillon, là, avec cette chaussure qui réapparaît magiquement. Mais je n'irai pas jusqu'à faire tomber le pape en quenouille féerique, hein, on n'ira pas jusque-là. Mais quand même, il y a quelque chose d'assez amusant avec cette toute petite chaussure, vous voyez, toute petite chaussure, mais très grands effets, hein, puisqu'elle est finalement adulée au même titre qu'une relique christique, hein, pas loin. Donc c'est complètement absurde. On sent que là, il y a un décalage euh, avec cette église romaine, qui est quand même considérée comme la nouvelle Babylone à cette époque. Donc bon, ça pose le cadre. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette petite chaussure, c'est que le texte il disait rouge à croix blanche. Or ici, on voit une croix dorée. Et effectivement, elle est surtout représentée avec une croix dorée, donc en or. Alors on peut se demander hein, si Montaigne, en changeant la couleur, n'est pas déjà dans une sorte de démystification hein, de cette pantoufle papale. Je ne sais pas, la question reste ouverte. Hein, cette chaussure papale qui serait peut-être même délavée, à voir. Hein. Je laisse la question ouverte, mais je tente quand même de l'orienter avec la troisième image, hein, ou le troisième extrait plutôt. Et alors là, je reviens en arrière dans le texte, puisqu'on est encore en Allemagne. Hein. La petite troupe vient de passer Lindau et décrit cette fois-ci les villageoises. Alors, je vous ai fait un petit zoom parce que c'était pas très lisible du passage en question que je lis. Dans toute cette contrée, les femmes couvrent leur tête de chapeaux ou bonnets de fourrure qui ressemblent à nos calottes. Le dessus se compose d'une fourrure élégante d'écureuil et le dedans de peau d'agneau, et pourtant un tel bonnet ne coûte que 3 testons. L'ouverture située à l'avant de nos calottes, elle la porte à l'arrière, qui laisse apparaître le cheveu tressé. Et on arrive au passage important. Elles sont aussi généralement chaussées de bottines rouges ou blanches qui ne leur sied pas si mal. Alors, de la pantoufle rouge et blanche à la bottine rouge ou blanche, je dirais qu'il y a un pas qu'il est quand même assez tentant de franchir, hein, n'est-ce pas? Alors, peut-être sans aller jusque-là, j'ai l'impression que cette, voilà, cette superposition des deux extraits hein, crée nécessairement un rapprochement. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que voilà, ce rapprochement chromatique crée une forme de communauté de goût entre le pape Grégoire XIII et les villageoises allemandes. Mais bon, je laisse ça là, encore une fois, je ne voudrais pas trop m'avancer avec ce type d'interprétation, mais ce qui est sûr, c'est que ça me permet de conclure cette affaire traumatique aussi, mais chromatique avant tout, sur la question des illustrations et de leur importance dans cette édition. Et de rappeler le projet quand même de cette édition, qui est bien de vivifier le texte de Montaigne, de le faire circuler, de le faire vivre. Et rien de tel, n'est-ce pas, que des couleurs pour ce faire. D'ailleurs, c'est quand même assez peu anodin qu'on dise, hein, qu'on emploie l'expression reprendre des couleurs ou redonner des couleurs pour reprendre vie, hein, à la suite d'une maladie par exemple, même si c'est pas trop le cas de Montaigne, et il reste très malade à la fin de son voyage, mais enfin bon. Donc, cette revalorisation des couleurs me semble aussi respectueuse du texte lui-même, puisque moi, c'est une question qui m'intéresse en ce moment, justement, avec mes étudiants et mes étudiantes. Mais on a énormément de notations chromatiques dans ce texte. Alors, surtout du noir, du blanc et du rouge, ce qui n'est pas très surprenant, hein, à cette époque, c'est les couleurs principales, et très peu pour le bleu et le vert, par exemple. Mais en tout cas, beaucoup de notations chromatiques. Donc, je pense que ce serait une idée aussi de, voilà, de poursuivre cette enquête-là dans ce texte. Mais voilà, comme vivre, c'est aussi rêver d'une certaine façon, et je conclue là-dessus, j'aimerais partager avec vous un petit rêve que je nourris comme ça. Ce serait un jour de voir une édition multimédia de ce texte, qui aurait aussi par exemple du son, et qui permettrait, par exemple, de redonner vie à ce magnifique orgao que vous voyez représenté ici dans la Villa d'Est
et qui fait une très belle musique, visiblement. En tout cas, le texte nous dit que cet orgue imite la musique, imite le son des trompettes et le chant des oiseaux. Donc voilà, bouteille à la mer, hein, si quelqu'un est intéressé par ce projet. Je m'arrête peut-être sur ce rêve et je vous remercie beaucoup pour votre attention à distance. Merci beaucoup, Nina. Et merci pour cette très belle présentation de la nouvelle édition du journal. C'est un travail vraiment remarquable et c'est une joie aussi de vous écouter. On voit que vous y avez pris du plaisir à faire cette édition, je crois. Ça se sent quand on l'ouvre, ça se sent aussi là maintenant. Alors, à vous qui êtes là sur Zoom, n'hésitez pas à entrer vos questions, vos commentaires grâce à l'option Q&A au bas de votre écran. Il y a déjà quelques commentaires, quelques questions que je lirai très bientôt. Avant, je voulais juste dire voilà, un petit mot sur ce que vous avez dit de l'adaptation. Et voilà, j'ai été très sensible à votre plaidoyer pour faire voyager Montaigne et à la façon dont vous décrivez ce travail. Et j'ai pensé à ce mot de Gayatri Spivak qui dit, quand elle parle de la traduction, elle dit que c'est l'acte de lecture le plus intime qui soit. Et je crois qu'on peut dire la même chose pour l'adaptation parce que vous avez été obligé vraiment de vous ralentir, de vous attarder sur chaque mot, ce qui n'est peut-être, enfin, ce qui est moins le cas quand on fait une édition, on peut tenir pour acquis le sens de certains mots, alors que quand on fait une traduction, quand on fait une adaptation, bah, non, on n'a pas ce choix-là. On est vraiment obligé d'y aller doucement, si vous voulez. Et donc, moi, j'enseigne aux États-Unis et j'ai eu, donc l'année dernière, j'ai enseigné donc, le journal de voyage de Montaigne en traduction anglaise. J'ai enseigné aussi les récits de voyage de Pierre Belon. Et voilà, dans un premier temps, j'étais un peu triste voilà, d'enseigner ces textes en anglais, mais en même temps, euh, c'est puisqu'il y a un traducteur derrière, chaque mot a été évalué, regardé, etc., un peu dans le cas de l'adaptation. Donc, on avait aussi le texte français qu'on pouvait consulter. Donc, je crois que quand on est en France ou en Suisse ou dans un pays francophone, puisqu'on n'est pas obligé de traduire, on peut aussi se dire que je ne vais pas adapter. Et je crois que vous montrez pourquoi il faut aussi adapter quand on reste dans une tradition linguistique donnée. Donc, je crois que vous avez vraiment montré l'intérêt de l'adaptation. Et voilà. Alors, j'allais vous poser une question un peu, voilà, en vous lisant cet été et puis en vous écoutant aujourd'hui. Et là, vous avez peut-être même un peu anticipé ma question quand vous avez parlé d'édition multimédia. Alors, quand je vous lisais cet été, je me suis dit, mais il faut vraiment une exposition consacrée au journal de voyage de Montaigne. Est-ce que cela s'est déjà fait? Est-ce que vous y avez pensé? Parce que ce serait vraiment formidable de pouvoir vraiment voir ces images et puis écouter aussi, comme vous avez dit, différents sons, différents bruits, etc. Mais ce serait vraiment formidable. Hmm. J'adorais y participer, en tout cas, ou la co-créer. Je pense que là, il faut vraiment s'y mettre à plusieurs. À ma connaissance, Mm, ça n'existe pas, mais je pense qu'il faut vraiment se lancer dans ce type de projet. En plus, maintenant, voilà, on a de plus en plus de possibilités aussi techniques, mm, donc il ne faut pas avoir peur d'être un peu inventive. Et typiquement, une exposition un peu en 3D ou multimédia, ce serait génial. mm, Et ce serait d'autant plus génial que ça permettrait d'ajouter encore des illustrations. Parce mm, qu'effectivement, bravo Philippe d'avoir compté un peu laborieusement ces images, mais je salue le geste et le courage. Mais effectivement, quand on commence à illustrer un texte, en fait, on ne peut plus s'arrêter. mm, On a dû faire des choix, on a dû sacrifier plein d'images. Et voilà, encore une fois, bon, ben, c'était une discussion, donc on n'était pas forcément toujours d'accord sur les images à retenir, mais moi j'aurais adoré aussi avoir des images plus techniques. Typiquement, il y a la description, voilà ce qui manque à mon sens, mm, c'est la description des machines, notamment hydrauliques, hein, quand le secrétaire a une sorte de tropisme justement d'ingénieur, il est mm, fasciné par toutes ces installations, encore plus que Montaigne. Et franchement, il se lance dans des descriptions. Je parlais tout à l'heure d'Ekphrasis, c'est un peu ça, sauf que l'Ekphrasis, c'est un peu raté. On comprend absolument rien à l'installation. Et on a toutes les peines du monde à visualiser cet engin. Et en mm, fait, il y a des croquis qui existent de machines ou de ponts-levis extrêmement complexes mm, qui ressemblent à peu près à ça.
Donc mm, ça, typiquement, ça me paraîtrait extrêmement utile, mm, ce genre de choses. mm, Et puis le son, la musique, effectivement, même quand il y a voilà, dans ces demeures ducales, avec des jardins extrêmement sophistiqués et des jeux d'eau. Alors il y a l'orgao, mais il y mm, a aussi dans les grottes, à Pratolino aussi, typiquement, avec mm, ces petits jets qui aspergent les voyageurs. Enfin voilà, c'est magnifique. En fait, on a envie de donner encore plus de vie à ça. mm. Ouais. Mais je crois qu'avec l'édition, vous arrivez vraiment à redonner vie à ce texte. C'est ça qui est tellement formidable. Alors, on a quelques questions dans. Mhm. euh, alors, vous pouvez aussi les lire, hein, Nina, juste pour vous les dire comme ça. Je vais les lire à haute Ah oui, voix, mais ça peut être plus facile pour vous aussi je de les trouve suivre là. Oui. si vous cliquez sur QA. Donc, on va aller peut-être dans l'ordre. Donc, je vais commencer par les commentaires de Tom Conley. Ces magnifiques remarques sur les rencontres dans 3.9, donc de la vanité, font penser à ce qu'on appelle de nos jours Event Theory, surtout celles qui s'élaborent chez Whitehead et Deleuze, chapitre 5 du pli, Leibniz et le baroque. On pense aussi au chapitre donc, 3.3, à la description de la bibliothèque dans la salle la plus éventée du château. La question se pose par un compatriote helvétique qui porte un passeport rouge. Et il ajoute aussi souper, supper. On pense au rébus de Stendhal, allons souper, allons souper, la lettre P. Montaigne est maître passé du rébus. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai, hein, il est ludique aussi, Mhm. Montaigne. Je ne sais pas si vous voulez Oui. ajouter quelque chose. Non, non, mais j'adore cette remarque. Et puis en plus, Ouais. c'est tout à fait à l'image de ce que j'ai lu de Tom Conley. Donc je suis tout à fait ravie de cette remarque. Enfin, ça donne à penser. Et effectivement, ça donne envie de prolonger. Par contre, j'ignorais complètement cette histoire de compatriotes helvétiques. Donc je suis ravie de cette communauté qui se recrée virtuellement. Et effectivement aussi, je me dis, bon alors, je poursuis de manière très nulle le rébut, mais quand même souper, supper, super, Mm, c'est quand même un peu valorisé, hein. mm, Et tout le mm. monde a très envie d'aller souper pour les gens qui sont en Suisse derrière leur écran, en tout cas. Mais effectivement, il y a un plaisir ludique de la langue, etc. Alors, pas forcément dans le journal, hein, parce que bon, c'est écrit quand même un petit peu avec les pieds par moment, Mm, c'est pas le but. Mais si on fait un peu de psychanalyse, il y a quand même des choses qui échappent, il y a quand même des associations qui transparaissent mm, et qui nous amusent. mm. Tout à fait. Des lapsus notamment. Ouais. Mhm. Alors, ensuite, il y a une question d'Anita Sherman qui est en anglais, donc je lis en anglais puis je traduirai. Donc, what is your hypothesis about how the diary came to be? Donc, avez-vous une hypothèse par rapport aux origines du journal? Was this belle besogne something that the secretary offered to Montaigne as a gift upon parting from his service? Do you think he was tasked with the diary by Montaigne? I know there are no answers, but I'm curious about your intuitions. Donc, est-ce que c'était Mhm. un don? Est-ce que Montaigne lui a demandé d'écrire ce journal? Je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais avez-vous des intuitions par rapport à ça? Ouais, c'est très difficile comme question. Effectivement, ça a pas mal fait couler d'encre, hein, toute cette Hmm. affaire. Je crois que ça reste. J'aimerais dire que j'ai une intuition à ce sujet, j'aimerais beaucoup, mais l'humilité me pousse à dire que honnêtement, je n'en sais strictement rien. Hmm. Je, je- À choisir, je dirais que c'est peut-être quand même une sorte de commission, parce qu'en fait, on peut se dire qu'il y a un intérêt voilà, très utilitaire de ce document pour Montaigne, donc Hmm. de prendre des notes, et il n'a pas forcément envie de le faire lui-même. Mais franchement, je m'aventurerai pas dans je poursuivrai pas cette pseudo-bout d'intuition. Hmm. Mhm. Mais si un jour ça vient, je ne manquerai pas de le faire savoir, avec plaisir. Pour la nouvelle édition. Oui, Une- multimédia. Voilà. Alors, deux questions d'Amandine Rocha. Le secrétaire de Montaigne a participé à l'écriture de ses voyages. A-t-il également participé aux autres écrits de Montaigne? Y a-t-il une raison particulière à la délégation que Montaigne fait avec son texte à son secrétaire? Et je lis la suite aussi. Donc, afin de faire vivre Montaigne comme vous l'encouragez, pensez-vous par exemple par exemple une version audiovisuelle sous la forme par exemple d'un court-métrage pourrait ramener Montaigne dans l'esprit d'un public plus large? Merci beaucoup pour votre présentation enrichissante. Alors, merci beaucoup Amandine et je crois que vous êtes dans le cours d'histoire littéraire, donc merci pour cette question, c'est super. On va reparler de Montaigne d'ailleurs mercredi, donc ça tombe bien.
Mais alors, en fait, difficile de savoir si le secrétaire a participé d'une façon ou d'une autre au côté script des essais, parce que Montaigne a effectivement dicté hein, pour Mm, l'essentiel mm, des essais, mais qui exactement, ce sont des profils dont on n'a pas forcément gardé la trace. mm, Alors, on ne peut pas l'exclure complètement, mais voilà, là aussi, beaucoup d'incertitudes. En revanche, on sait que, voilà, à un moment donné à Rome, Montaigne congédie son secrétaire et reprend la plume un peu contre son gré, hein. On sent que bon, ça l'arrangeait quand même que ce soit l'autre qui le fasse et mm, il poursuit un peu en ronchonnant comme ça la suite du texte. Et là aussi, il y a eu pas mal d'hypothèses qui ont été émises pour expliquer le renvoi de ce secrétaire. Je resterai là encore un peu prudente hein, parce que force est de constater que le texte nous dit rien, on n'a pas vraiment d'archives, donc mm, je préfère laisser en suspens aussi. Euh, Par contre, ce que j'ai pas du tout envie de laisser en suspens, c'est cette excellente idée de court-métrage. Ou alors là, ce serait vraiment génial, effectivement, de mettre ça en place dans le cadre, voilà, d'un projet un peu pédagogique aussi. Pourquoi pas? Ce serait mm, très, 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 très amusant, très intéressant, pédagogiquement super aussi. Donc, mm. peut-être qu'on pourra en rediscuter d'une façon ou d'une autre. En tout cas, moi, je soutiens à 100% ce genre d'initiative. Mm. Peut-être une question que je vais vous poser par rapport à ça. Est-ce que vous avez euh, déjà visité, disons, les lieux qu'a visité Montaigne? Vous avez envie de refaire le voyage de Montaigne? Très envie et j'aimerais bien qu'on le fasse justement un jour en tant que peut-être voyage d'études. Je trouverais Hmm. ça génial de le faire avec des étudiants et des étudiantes. Euh, il y a Gaspard Koenig qui a fait ça, Vagabonder avec Montaigne, je crois que ça s'appelle son livre, Ouais. hein, où il a publié il n'y a pas longtemps. Il était venu en parler justement chez Mola il y a quelques années. Je crois que c'est Vagabonder avec Montaigne. Hmm. Et il a refait le parcours de Montaigne sur le dos de sa jument. Alors, pas la jument de Montaigne, hein, c'est un peu prévisible, mais sur sa jument à lui. Et donc, il raconte cette expérience et puis c'est vraiment passionnant, quoi. Ah, Alors, c'est pas jusque-là. excellent. Ça a duré quand même 1 an et demi, son histoire, mais Hmm. sur une semaine, faire quelques étapes comme ça, pourquoi pas les étapes aussi allemandes, Hmm. ça peut être intéressant, même si tout le monde préfère aller en Italie, mais négocier. Donc, Euh, une, une question de Jean-Claude Caron. mhm, Alors, il y a aussi septante comme, comme helvétisme francophone. mhm, Quant à la dimension diplomatique à laquelle faisait allusion Philippe de l'entreprise que l'on aime mettre en évidence, certainement possible, rencontre avec le roi en route avant de partir le détour par l'Autriche, le texte lui-même n'est-il pas avant tout journal de voyage, du voyage? La dimension politique ou diplomatique étant peut-être comme il se doit, étant tue, passée sous silence. Voilà la rencontre avec le roi avant le départ, chargé d'affaires, première étape du voyage. Point d'interrogation. mhm. Oui, c'est vrai effectivement que ça, c'est aussi une question difficile, hein. Donc là, les étudiants et étudiantes qui nous suivent se disent, mais en fait, ces gens-là sont toujours en train de laisser des questions en suspens. C'est un peu la magie de ce siècle, hein. Aussi, on manque Mm, d'archives. Voilà, donc on est obligé de spéculer un peu. Cette mission diplomatique ne fait pas l'unanimité. mhm, Euh, Certaines personnes sont très réfractaires à cette hypothèse. En ce qui me concerne, je la trouve quand même plausible jusqu'à un certain point, vraiment, hein. Je pense que Montaigne prouve quand même une implication, enfin son implication dans le monde politique. Bon, et on ne peut pas l'ignorer complètement. C'est vrai qu'il va voir le roi qui lui confie ses essais, enfin qui lui offre un exemplaire avant de partir en voyage. Donc il y a quand même des indices convergents. Et pour les personnes voilà, qui sont intéressées par cette question-là, et là il faut aller voir les travaux de Philippe Dezan, évidemment, en priorité. Si mm, d'autres en avaient parlé aussi avant lui. Mais là, il y a vraiment des éléments peut-être plus tangibles que ce que je dis là, comme ça, en 2 minutes, mm, hein. mm. Mhm. Euh, et puis aussi de Jean-Claude, je ne sais pas si c'est une question en commentaire. Image, les jardins et la présence de l'eau. Ici aussi, sensualité. Oui, c'est vrai. Complètement, Ouais. complètement. Une autre question de Tom, et je ne sais pas à quoi il fait référence. Donc, y a-t-il un portrait de Montaigne imprimé sur la sacoche? Ah! Ah bah Yes! voilà. Attendez, Bien vu, Tom. attendez, j'arrive. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Quand même, c'est un cadeau que j'ai reçu d'un ami bordelais et c'est tout à fait ça. Ah, c'est magnifique. Voilà, donc j'étais obligée effectivement de le montrer, hein. Mon métier et mon art, c'est vivre, évidemment. Voilà.
Ah, c'est excellent. Bien vu, bien vu. On sent qu'on a un herméneute de premier plan là, quand même, avec Tom. Vous l'emmenez quand vous enseignez? Entre autres, oui, oui, je pense que mercredi, il va m'accompagner celui-ci. Ah bah, très bien, super. Je vais peut-être vous poser une dernière question. Là, au début, vous avez parlé un tout petit peu de la platitude des descriptions de Montaigne dans le journal. Euh, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'adjectifs, il n'y a pas toujours beaucoup de détails. Et je me demandais en quoi, euh, alors par le passé, je travaille sur les récits de pèlerinage et là aussi, il y avait beaucoup de descriptions très plates, pas très développées. Voilà, on va aller dans une église, on va dire qu'on chante, mais on dit pas quoi, on n'entend rien quand on lit le texte. Et alors, je me demandais si la platitude du journal, c'est la platitude des récits de voyage de l'époque, et si, voilà, est-ce qu'il y a une singularité du journal de Montaigne par rapport aux autres récits de l'époque? Parce que quand même, il faut dire que enfin, son texte est quand même plus intéressant que beaucoup d'autres récits de l'époque, mais c'est vrai que pour les descriptions, ça reste, ça manque un peu. Et puis, ce qu'on retrouve avec votre édition, c'est comment vous avez appelé ça, le tropisme professoral, c'est-à-dire, euh, voilà, puisque les descriptions sont plates, bah, heureusement qu'il y a les images aussi qui nous aident à entrer dans le texte. Donc, tout Mhm. cela pour dire, par exemple, est-ce que pour préparer l'adaptation, vous avez aussi lu d'autres récits de voyage de l'époque pour voir un peu ce qui était propre à Montaigne ou ce qui... Mhm. Oui, ouais. oui, bien sûr. Alors, j'ai fait pas mal de pointages, même si c'est vrai que moi, c'est pas une littérature, la littérature viatique qui m'avait beaucoup Mm, intéressée, pour être honnête, jusqu'alors. mm, Mais voilà, je trouve que c'est difficile. Il y a tellement de disparités dans quand même ces récits et tellement de buts différents. Typiquement, les récits de pèlerinage, enfin, ça n'a rien à mm, voir avec ça. Même mm. si, quand même, il y a ce passage à Lorette qui fait que, bon, Ouais, on a quand même aussi cette dimension du vœu, hein, de l'ex-voto qui est déposé dans la Santa Casa de Lorette. ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression que Tout quand cela est on... grossier, vieux, dit-il. C'est formidable, hein, sa description de Lorette. C'est vrai. Pardon. Ouais. Mais oui, oui, il y a quand même, je pense, une particularité de Montaigne. Enfin, disons que, en fait, il faut se méfier. Parce que quand on connaît Montaigne, enfin quand on connaît les essais de Montaigne, quand on les a un peu fréquentés, en fait on est toujours un peu à l'affût de voir voilà, des convergences avec le texte du journal, etc. Mm, Donc on a l'impression de reconnaître Montaigne à des endroits et en fait peut-être que si on anonymisait le texte et on nous donnait l'extrait de quelqu'un d'autre, on mm, aurait aussi l'impression de reconnaître Montaigne. Donc encore une fois, je me méfie un tout petit peu de mm, cette impression que je peux avoir. mm, Mais voilà, moi c'est vrai que j'ai quand même un peu l'impression que Montaigne est tout à fait singulier. Et puis bon, dans la description pardon, des paysages, honnêtement, là, comme ça, en tête, je ne vois pas de nom, de référence où on aurait une description mm, sophistiquée d'un paysage qui serait là mm, pour la beauté de la nature, typiquement. mm, Euh, Typiquement, je parlais des notations chromatiques. mhm. Elles ne concernent jamais le paysage, si ce n'est pour Ah, dire qu'un arbuste est vert, mais c'est toujours des notations somptuaires, donc en général des mhm, vêtements, par exemple. C'est ce qui l'obsède le plus. mhm, Ne serait-ce que parce que ça permet de distinguer les gens, hein, de catégoriser socialement, évidemment, mm, mais très peu par rapport au paysage. Et mm, alors là, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle virtuelle a une référence peut-être ou un contre-exemple, ce serait intéressant de faire mm, appel à la collectivité. mm, Mais en tout cas, je serais intéressée de les connaître, hein, s'il y en avait d'autres mm, avec des descriptions de paysages étoffées. mm. J'ai l'impression Non. que même chez Ronsard, dans sa poésie, on trouve plus de choses que dans ces récits-là. Mhm. Un peu Non, paradoxal peut-être, mais... Jean-Claude a ajouté attitude devant la montagne. La montagne à cette époque-là, c'est un peu le locus horridus, hein, c'est quand même ce qui est frais, et si on Mm, la considère, si elle est bien considérée, c'est parce qu'elle est justement fertile et on lui a mis quelques vignes sur le dessus, ou alors voilà, des dispositifs de chasse, ce mm, genre de choses. mm, Ou alors, et l'intéresse, me semble-t-il, quand elle est anthropomorphisée, quand elle ressemble à un homme, typiquement. Ça, c'est des mm, choses qu'on trouve aussi alors dans d'autres récits de voyage, hein, cette mm, idée de l'anthropomorphisation du mm, paysage. Je pense à un article de Franck Lestringant à ce sujet, qui est mm, vraiment très beau. Donc voilà, c'est toujours quand c'est domestiqué par l'homme que ça retient l'intérêt, mm. ou presque toujours. Évitons les généralités quand même.
Alors, avant de vous quitter, j'ai envie de vous demander sur quoi vous travaillez maintenant, après cette belle adaptation du journal de voyage de Montaigne. Est-ce que vous continuez à travailler sur Montaigne ou Alors, oui et non, en fait, mon problème, c'est que j'ai un petit peu le syndrome de la dispersion en ce moment. Donc là, j'avoue que je travaille sur pas mal de choses différentes qui concernent essentiellement les 16e et 17e siècles. Mhm, J'essaie voilà, de considérer aussi un peu plus l'écriture féminine qui m'intéresse au 17e siècle, donc plus du côté de la prose. Mais j'aime bien aussi tout ce qui concerne les questions d'originalité, d'origine, que ce soit au 16e ou 17e siècle. C'est vrai que ça m'obsède un mhm, peu en ce moment. Mais il y a la question des couleurs, là, qui m'occupe avec mes étudiants, mes étudiantes et quelques collègues avec lesquels on aimerait peut-être faire un petit projet là autour. mhm. Ben voilà, ça part dans, dans pas mal de directions différentes et surtout là, je travaille en ce moment à 150% entre les universités de Neuchâtel et de Bâle. Donc, euh, donc c'est un peu sportif pour mener un peu ces projets en parallèle. Mais ça s'améliorera le semestre prochain. Donc je vous tiendrai au courant, Philippe, de quel projet retient ma préférence pour le semestre prochain. Bah, merci Nina d'avoir été mon invité aujourd'hui. Avec grand Et plaisir. merci à vous qui nous rejoignez par Zoom. Alors, il est temps de nous quitter, hélas. Alors, le prochain épisode de notre série sur Montaigne n'aura lieu suite à une annulation que dans 2 mois, donc le 25 novembre à 13 h, heure de New York. J'aurai le plaisir de recevoir Mary McKinley, l'auteur entre autres de Words in a Corner et des Terres avec des essais. Avant de vous quitter, je signale l'existence du site montaigne.us où vous retrouverez l'intégralité des épisodes de cette série ainsi que des suppléments bibliographiques. Merci à la Maison française de l'Université de New York, à son directeur François Nudelman et à Courtney Rutherford. Pour le soutien essentiel, je remercie aussi le département de littérature, de pensée et de culture française de NYU à sa directrice Emily Apter, ainsi que le Centre d'études médiévales et renaissantes Marc de NYU et son directeur Eugenio Ruffini. Merci Nina Mugler, merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Philippe. Merci, au revoir.